Quand vous tombez sur le sol de votre propre salle à manger, devant toute la famille, ce n'est pas seulement le corps qui souffre. C'est l'âme qui se brise en morceaux si petits que vous ne savez même plus par où commencer à les ramasser. Cette nuit de Noël, à 66 ans, j'ai appris que l'humiliation n'a pas besoin de mots cruels ou de cris pour exister. Parfois, elle arrive déguisée en une poussée silencieuse, en un regard méprisant, en un rire étouffé pendant que vous tentez de vous relever du sol glacé. Et quand j'ai réalisé que personne n'avait bougé pour m'aider, j'ai compris que j'avais perdu bien plus que mon équilibre. J'avais perdu ma place dans cette maison, dans cette famille, dans cette vie que j'avais construite de mes propres mains. À cet instant précis, allongé sur ce parquet que j'avais ciré des centaines de fois, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Je m'appelle Edith Vasseur. Pendant 43 années interminables, j'ai porté un autre nom de famille comme s'il était le mien, comme une seconde peau que je n'avais jamais vraiment choisie. J'ai élevé un fils qui n'est pas né de mon ventre, mais que j'ai aimé comme s'il en était sorti. J'ai renoncé à mes rêves, à mes projets personnels, à mon identité propre, parce que j'ai cru sincèrement que l'amour et le sacrifice étaient synonymes, deux faces d'une même médaille. J'ai travaillé comme secrétaire dans une compagnie d'assurance à Lyon pendant 28 longues années pour subvenir aux besoins d'une famille qui ne m'a jamais vraiment appelée maman. J'ai gardé des secrets enfouis au fond de mon cœur, avalé des humiliations en silence, fait semblant de ne pas entendre les commentaires malveillants lors des dîners du dimanche, où je me sentais toujours comme une étrangère tolérée. Tout cela parce que je pensais qu'au final, l'amour triompherait de tout, que la bonté serait un jour récompensée, que la dévotion générerait naturellement le respect et la reconnaissance. Je me trompais lourdement. L'histoire que je vais vous raconter ne commence pas réellement cette nuit de Noël, même si c'est là que tout s'est effondré comme un château de cartes. Elle commence bien avant, lorsque j'avais 23 ans et que j'ai rencontré Henri Moreau par un après-midi gris d'automne sur la place Bellecour. Il était veuf depuis peu, avait un fils de 3 ans prénommé Luc et cherchait désespérément quelqu'un qui pourrait s'occuper du petit garçon pendant qu'il travaillait comme ingénieur civil dans une grande entreprise lyonnaise. Moi, j'étais jeune, rêveuse, je venais de perdre ma mère d'un cancer foudroyant et je cherchais désespérément un but, une raison de continuer à me lever chaque matin. Henri m'a proposé un emploi comme nounou. 3 mois plus tard, il m'a offert une bague de fiançailles modeste mais sincère. Je me suis mariée avec lui non pas par passion dévorante ou coup de foudre romantique, mais par un mélange complexe de nécessité économique, de compassion humaine et d'espoir naïf de construire quelque chose de solide et durable. Henri était un homme bon dans le fond, travailleur acharné, mais émotionnellement distant, incapable d'exprimer ses sentiments profonds. Il ne m'a jamais regardé comme il regardait les photographies encadrées de sa première épouse, Claire, morte d'une pneumonie en laissant Luc encore bébé dans les bras d'une infirmière. Je le savais parfaitement. J'ai accepté d'être le second choix, le plan B, parce que je croyais fermement que je pourrais devenir indispensable avec le temps, que mes actions parleraient plus fort que les souvenirs. Et je le suis devenu, à ma façon. Je me suis occupée de Luc comme s'il portait mon sang dans ses veines. Je me levais à 3 heures du matin quand il faisait des cauchemars terrifiants. Je cousais ses vêtements déchirés avec patience. Je l'aidais avec ses devoirs de mathématiques et de français. J'assistais à toutes les réunions scolaires, même quand Henri était en déplacement professionnel. Henri travaillait jusqu'à des heures impossibles, voyageait constamment à travers la France et l'Europe, et c'était moi qui tenais la maison debout, qui maintenais tout en ordre, qui créait une routine stable pour cet enfant traumatisé par la perte précoce de sa mère. Pendant de longues années, cela m'a suffi. Luc m'appelait maman avec tendresse, m'embrassait avant de dormir chaque soir, me disait que je préparais le meilleur croque-monsieur de tout Lyon. Je me persuadais que nous formions une vraie famille, authentique et unie. Mais il y avait des signes avant-coureurs que j'ai choisi consciemment d'ignorer, de balayer sous le tapis. La grand-tante de Luc, Marguerite, une femme amère et acariâtre qui habitait à Grenoble dans un appartement sombre, a toujours fait en sorte de me rappeler que j'étais une intruse dans cette lignée familiale. Lors des fêtes de famille obligatoires,
Elle chuchotait à l'oreille de Luc que sa vraie mère veillait sur lui depuis le ciel, que Claire était irremplaçable et unique, que j'étais simplement une remplaçante pratique et temporaire. Henri ne l'a jamais confrontée, jamais défendue contre ses attaques sournoises. Il disait que Marguerite était vieille et aigrie, que ça ne valait pas la peine de créer des conflits familiaux inutiles. J'avalais ma rage silencieuse et continuais à sourire poliment. Les années ont passé inexorablement. Henri est mort subitement d'un infarctus massif à 59 ans. Il y a exactement 10 ans maintenant. Ce fut brutal, dévastateur, comme un tremblement de terre qui fracture tout. Et c'est après son enterrement au cimetière de Loyasse que tout a véritablement commencé à changer. Luc, qui avait alors 32 ans et travaillait déjà comme avocat spécialisé en droit commercial dans un cabinet prestigieux, est devenu différent après avoir jeté la première poignée de terre sur le cercueil de son père. Plus froid dans ses interactions, plus calculateur dans ses décisions, plus distant émotionnellement. Il a commencé à remettre en question toutes les décisions que je prenais concernant la maison, les finances du foyer, absolument tout. Il s'est marié avec Céline 2 ans après la mort d'Henri, une femme élégante aux ongles toujours parfaitement manucurés, qui me traitait avec une politesse glaciale et artificielle, comme si j'étais une vieille employée de maison qu'il tolérait par pitié ou par obligation morale. Ils ont eu 2 enfants magnifiques, Mathis et Élise, que j'adorais de tout mon cœur, mais qui ne me rendaient que rarement visite, malgré mes invitations répétées. Je continuais à vivre dans la maison où j'avais passé toute ma vie d'adulte. Cette grande demeure de 3 étages, située rue Garibaldi, avec un jardin verdoyant à l'arrière et une vue dégagée sur le Rhône qui scintillait sous le soleil. Henri avait tout légué à Luc dans son testament, mais avec la condition explicite et notariée que je pourrais y habiter jusqu'à la fin de mes jours. C'était mon unique droit légal, ma seule protection. Luc n'a jamais contesté ouvertement cette clause, mais j'ai vite perçu que cela le dérangeait profondément, que cette présence permanente l'irritait. Céline a commencé à suggérer insidieusement que je devrais déménager dans un appartement plus petit et moderne, que ce serait tellement plus pratique à gérer, plus sécurisé pour une femme de mon âge qui pourrait tomber dans les escaliers. Je refusais systématiquement ces propositions déguisées. Cette maison représentait tout ce qui me restait d'une vie entière. Chaque pièce conservait des souvenirs précieux, chaque meuble racontait une histoire personnelle, chaque coin gardait l'empreinte de décennies vécues. Je ne pouvais tout simplement pas partir, je ne pouvais pas abandonner ces murs qui m'avaient vu pleurer, rire, espérer. Le Noël de cette année-là devait être spécial, parce que Luc avait annoncé que nous ferions le réveillon dans ma maison, chose qui ne s'était pas produite depuis 3 longues années. Il avait dit vouloir réunir toute la famille élargie, que les enfants ressentaient de la nostalgie pour ces soirées d'autrefois. J'étais profondément émue par cette initiative. J'ai passé des semaines entières à tout planifier minutieusement, à acheter des ingrédients coûteux au marché Paul Bocuse, à nettoyer chaque recoin de la maison jusqu'à ce qu'elle brille, à décorer le grand sapin avec ces mêmes boules dorées que nous utilisions quand Luc était encore un enfant innocent. Je voulais que tout soit absolument parfait. Je voulais prouver que j'avais encore de l'importance dans cette famille, que j'avais encore une valeur irremplaçable. L'après-midi du 24 décembre, la neige a commencé à tomber doucement sur Lyon, transformant la ville en une carte postale féerique. J'ai terminé la préparation du confit de canard, cette spécialité lyonnaise que Luc avait toujours adorée depuis son enfance, et j'ai dressé la table avec la précieuse vaisselle en porcelaine de Limoges qui avait appartenu à ma grand-mère maternelle. J'ai allumé toutes les bougies parfumées, ajusté méticuleusement les serviettes en lin brodées à la main, mis une musique classique discrète en fond sonore. Quand les premiers invités ont franchi le seuil de la porte, tout semblait magique, comme dans un rêve éveillé. Mathis et Élise m'ont enlacé chaleureusement. Marguerite a salué froidement depuis l'entrée sans même retirer son manteau. Quelques amis proches de Luc ont complimenté la décoration raffinée. Je me sentais utile à nouveau, nécessaire, vivante, importante. Luc et Céline sont arrivés en dernier, comme toujours. Ils portaient un costume gris anthracite impeccablement coupé. Elle arborait une robe rouge sang probablement hors de prix. Ils ne m'ont pas vraiment salué correctement. Céline m'a tendu son manteau de fourrure comme si j'étais la réceptionniste anonyme d'un hôtel de luxe.
Luc s'est dirigé directement vers le salon, s'est servi généreusement du champagne que j'avais acheté, a commencé à discuter affaires avec ses amis comme si j'étais totalement transparente, comme si je n'existais simplement pas. J'ai avalé ma déception amère et je suis retournée dans la cuisine pour les derniers préparatifs. Lorsque j'ai finalement appelé tout le monde à table, mon cœur battait fort d'anticipation anxieuse. J'avais préparé chaque détail avec tant d'amour, tant d'attention, tant d'espoir que cette soirée nous rapprocherait. Je me suis assise naturellement à la place d'honneur en bout de table, celle qui avait toujours été la mienne, l'endroit où Henri s'installait de son vivant, mais que j'avais commencé à occuper après sa disparition. C'était ma chaise, mon territoire symbolique à la tête de cette famille que j'avais nourrie et protégée. Luc s'est arrêté juste derrière moi. J'ai senti sa présence oppressante avant même d'entendre sa voix glaciale. Il n'a pas demandé poliment, il n'a pas suggéré diplomatiquement. Il a simplement ordonné sèchement que je quitte cette place immédiatement, que cette chaise lui appartenait de droit, que je devais m'installer à l'autre extrémité de la table, près de la porte de la cuisine, où il serait plus pratique pour moi de me lever constamment pour servir tout le monde. Sa voix était calme en surface, presque courtoise, mais elle portait un mépris profond qui m'a transpercé comme une lame affûtée. J'ai regardé désespérément autour de moi en cherchant du soutien, un regard complice, une protestation. Céline a détourné les yeux rapidement. Marguerite souriait discrètement, avec satisfaction. Les amis de Luc faisaient semblant de ne rien entendre, absorbés par leur conversation futile. Mathis et Élise fixaient leurs assiettes vides avec gêne. Je me suis levée lentement, sentant mes jambes trembler sous le poids de l'humiliation. Mais au moment où j'ai fait le premier pas pour m'éloigner dignement, Luc a tiré violemment la chaise vers lui d'un geste brusque. J'ai immédiatement perdu l'équilibre. Mon corps est tombé lourdement en arrière, heurtant avec force le parquet en bois massif. La douleur a été instantanée, aiguë, fulgurante, parcourant ma colonne vertébrale, mes hanches, ma dignité tout entière. Je suis restée là, étendue sur le sol glacé, regardant fixement le plafond illuminé par les bougies que j'avais moi-même allumées avec tant de soin quelques heures auparavant. Personne n'a bougé d'un centimètre. Personne n'a crié. Personne n'a couru pour me secourir. Personne n'a demandé si j'allais bien. Seulement un silence pesant et insupportable. Céline a murmuré quelque chose d'inaudible sur le fait que j'avais perdu l'équilibre toute seule, que c'était un accident banal. Marguerite a soupiré bruyamment avec impatience, agacée par cette interruption. Luc s'est assis tranquillement sur la chaise contestée, s'est servi du vin que j'avais choisi, a commencé à parler négociations immobilières avec un collègue comme si absolument rien ne venait de se produire. Mathis, mon petit-fils de 12 ans au cœur encore tendre, s'est finalement levé courageusement et m'a tendu sa main tremblante. Je l'ai saisi fermement, me suis relevée avec un effort considérable et senti chaque os de mon corps vieillissant protester douloureusement. Mais la souffrance physique n'était strictement rien comparée à ce que je ressentais intérieurement dans les profondeurs de mon âme blessée. Je me suis installée à l'autre bout de la table, loin de tous les convives, près de la cuisine comme Luc l'avait exigé. J'ai servi mécaniquement la nourriture que j'avais préparée avec amour pendant des jours, mais je n'arrivais pas à avaler une seule bouchée. J'entendais des rires insouciants, des conversations animées sur des sujets insignifiants, des toasts joyeux. Ils dévoraient mon confit, buvaient mon vin sélectionné avec soin, utilisaient ma vaisselle familiale, s'asseyaient sur mes chaises héritées. Et moi, j'étais devenue invisible, un fantôme dans ma propre existence, une ombre sans substance, une intruse tolérée dans sa propre vie. C'est précisément à cet instant, pendant que j'observais Luc rire aux éclats avec ses amis influents, que quelque chose de fondamental s'est rompu définitivement à l'intérieur de moi. Ce n'était pas de la rage explosive, ce n'était pas de la haine dévorante, c'était une clarté mentale absolue. Une lucidité froide et tranchante qui m'a montré brutalement la vérité que j'avais évitée pendant des décennies entières. Je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille. J'avais toujours été l'employé domestique qu'Henri avait engagé par nécessité et gardé par habitude confortable. Luc ne m'avait jamais considéré comme sa véritable mère. Céline ne m'avait jamais respecté sincèrement. Marguerite avait toujours su que j'étais parfaitement remplaçable et jetable. Et moi, dans mon ingénuité pathétique, dans mon besoin désespéré d'appartenir à quelque chose,
J'avais faim de ne rien voir, de ne rien comprendre. Mais maintenant je voyais enfin tout clairement. Et voir changeait absolument tout. Vous qui m'écoutez en ce moment même, peut-être connaissez-vous intimement cette sensation déchirante. Ce moment précis où vous réalisez soudainement que vous avez tout donné de vous-même, sacrifié vos rêves les plus chers, votre identité propre, votre dignité personnelle, et qu'au final, cela n'a jamais été suffisant pour eux. Peut-être avez-vous vous aussi une chaise symbolique qui vous a été arrachée violemment. Peut-être êtes-vous aussi tombé, et personne ne s'est réellement préoccupé de vous relever. Si vous traversez quelque chose de similaire actuellement, si une partie de cette histoire touche profondément votre cœur meurtri, laissez-moi un commentaire sincère pour me dire d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve douloureuse. Et si cette histoire résonne authentiquement en vous, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres personnes puissent également la découvrir et s'y reconnaître. Parce que ce qui s'est produit après cette chute catastrophique a absolument tout transformé dans ma vie. Après le réveillon interminable, tous les invités sont partis les uns après les autres. Luc n'a même pas pris la peine de me dire au revoir. Céline a envoyé un baiser factice depuis le seuil de la porte. Marguerite a critiqué que le confit était trop salé à son goût raffiné. Je suis restée seule dans cette maison sans dessus-dessous, entourée de montagnes d'assiettes sales et de verres vides, portant encore les traces de rouge à lèvres. Mon corps entier me faisait souffrir. Mais mon esprit était paradoxalement d'une clarté cristalline, aiguisée comme jamais auparavant. Je suis montée péniblement jusqu'à ma chambre. J'ai sorti du fond de l'armoire une vieille boîte à chaussures poussiéreuse que je conservais cachée depuis des décennies. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunâtre que j'avais juré de ne jamais ouvrir, un secret que je m'étais engagée à protéger jusqu'à ma mort. Un secret qui protégeait Luc, qui protégeait la mémoire idéalisée d'Henri, qui protégeait l'illusion confortable d'une famille heureuse et unie. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblant d'anticipation et d'appréhension. À l'intérieur, il y avait des documents officiels, des lettres manuscrites, des photographies anciennes, des preuves irréfutables de quelque chose qui changerait radicalement tout l'équilibre familial. Quelque chose qu'Henri m'avait fait promettre solennellement de ne jamais révéler tant qu'il serait vivant. J'avais tenu ma parole pendant toutes ces années. Mais Henri était mort depuis longtemps maintenant. Et moi, j'avais été brutalement poussée sur le sol gelé de ma propre maison. Cette nuit-là, assise sur mon lit défait, contemplant fixement ces papiers jaunis qui sentaient encore légèrement la naphtaline, j'ai pris une décision irrévocable. Ce ne serait pas une vengeance mesquine ou impulsive. Ce serait de la justice pure et méritée. J'allais récupérer mon nom perdu, ma dignité piétinée, ma vérité étouffée. Et Luc, qui m'avait humilié publiquement devant toute l'assemblée, qui m'avait traité comme un déchet sans valeur, qui m'avait même volé ma chaise symbolique, allait découvrir qu'une femme mûre, une femme qui a survécu à absolument tout, qui a supporté des décennies d'irrespect silencieux, peut se relever du sol plus forte et plus déterminée que jamais auparavant. Le lendemain matin, dès l'ouverture des bureaux, j'ai téléphoné à un avocat de confiance. Pas n'importe quel avocat ordinaire. Un vieil ami fidèle qui devait plusieurs faveurs importantes à mon défunt mari et qui détestait viscéralement les injustices flagrantes. Je lui ai raconté absolument tout, sans rien omettre. Je lui ai montré méticuleusement tous les documents compromettants. Il est resté silencieux pendant de longues minutes interminables, puis il m'a déclaré gravement que ces révélations changeraient la vie de Luc pour toujours, et de manière irréversible. Il m'a demandé avec insistance si j'étais vraiment certaine de vouloir aller jusqu'au bout de cette démarche. J'ai regardé pensivement par la fenêtre, observé la neige immaculée qui recouvrait Lyon d'un manteau blanc trompeur, et j'ai répondu d'une voix ferme que je n'avais jamais été aussi certaine de quoi que ce soit dans toute mon existence. Le processus juridique a commencé immédiatement, en silence total, sans aucun avertissement préalable, sans menace verbale, uniquement des documents officiels soigneusement protocolés, des investigations discrètes mais approfondies, des vérités anciennes étant méthodiquement déterrées après des décennies d'enfouissement. Luc n'avait absolument aucune idée de ce qui se préparait dans l'ombre. Il a continué sa vie quotidienne normalement, se rendant à son cabinet d'avocat prestigieux, dînant tranquillement avec Céline dans des restaurants chics,
accompagnant ses enfants à leurs activités extrascolaires. Mais moi, je savais parfaitement qu'en très peu de temps, tout son univers confortable allait s'effondrer brutalement. Et cette fois-ci, ce serait lui qui se retrouverait étendu sur le sol froid. Et je ne tendrais certainement pas la main pour l'aider à se relever. Que contenait réellement cette mystérieuse boîte à chaussures cachée depuis si longtemps? Quel secret terrible Henri avait-il gardé pendant toutes ces années? Et comment une simple révélation issue du passé peut-elle anéantir complètement l'avenir de Luc? Restez avec moi, car ce qui va suivre va transformer radicalement tout ce que vous aviez imaginé sur cette famille apparemment respectable. 3 semaines s'écoulèrent après ce Noël maudit. 3 semaines pendant lesquelles je ne dormais que quelques heures par nuit, le reste du temps passé à relire ces documents jaunis, à revivre des souvenirs que j'avais enfouis si profondément qu'ils en étaient presque devenus des fantômes. Mon avocat, maître Philippe Renard, un homme de 72 ans aux cheveux blancs et au regard perçant, travaillait méthodiquement. Il avait exigé que je ne contacte pas Luc, que je ne laisse transparaître aucun signe de ce qui se préparait. Il fallait que tout soit parfaitement orchestré, légalement irréprochable, émotionnellement dévastateur. Philippe avait été l'associé d'Henri pendant 15 ans avant que mon mari ne change de carrière. Il s'était perdu de vue, mais lorsque je l'appelai ce matin du 25 décembre, la voix tremblante, il se souvint immédiatement de moi. Je lui racontai la chute, l'humiliation, la violence silencieuse de cette soirée. Puis je mentionnai les documents. Il devint silencieux, me demanda de venir le voir immédiatement, même un jour férié. Lorsque je déposai l'enveloppe sur son bureau, il l'ouvrit lentement, comme si elle contenait une bombe. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ce qu'il découvrit ce jour-là, c'était la vérité sur la naissance de Luc. Une vérité que même Luc ignorait. Une vérité qui changerait absolument tout. Claire, la première épouse d'Henri, celle dont les photographies ornaient encore certains murs de la maison, celle que Marguerite idéalisait comme une sainte, celle que Luc croyait être sa mère biologique, n'avait jamais pu avoir d'enfant. Les médecins le lui avaient diagnostiqué à 23 ans, après plusieurs fausses couches dévastatrices. Henri et Claire, désespérés de fonder une famille, avaient pris une décision radicale en 1979. Ils adoptèrent un bébé en secret, loin de Lyon, dans une clinique privée près de Marseille. Un bébé né d'une jeune femme de 17 ans qui ne pouvait pas le garder, issue d'une famille pauvre qui voulait éviter le scandale. Ce bébé, c'était Luc. Mais Henri et Claire ne voulaient pas que quiconque sache. Pas la famille, pas les amis, pas même Luc lui-même quand il serait assez grand. Ils créèrent un mensonge parfait. Claire simula une grossesse en portant des vêtements amples, en évitant les rassemblements familiaux pendant plusieurs mois, prétextant une grossesse difficile. Lorsqu'ils revinrent de Marseille avec Luc nouveau-né, ils déclarèrent qu'il était né prématurément dans une clinique du Sud où Claire s'était reposée pour des raisons médicales. Personne ne questionna, personne ne douta. L'adoption fut scellée légalement, mais sans que le mot adoption n'apparaisse jamais dans les conversations familiales. Les documents que je gardais dans cette boîte à chaussures comprenaient l'acte de naissance original de Luc, avec le nom de sa mère biologique, les papiers d'adoption signés par Henri et Claire, et surtout, une lettre manuscrite que Claire m'avait laissée avant de mourir. Une lettre que je ne devais ouvrir qu'en cas d'urgence absolue, qu'en cas de menace contre moi ou contre la vérité. Claire était morte d'une pneumonie lorsque Luc avait 3 ans, mais quelques jours avant sa mort, alors qu'elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas, elle me fit venir à l'hôpital. J'étais déjà la nounou de Luc depuis 6 mois. Elle me regarda avec des yeux fiévreux, me prit la main avec une force surprenante et me raconta tout. Elle me supplia de protéger Luc, de ne jamais lui révéler qu'il était adopté, de laisser Henri décider quand et comment lui dire, si jamais il décidait de le faire. Puis elle me tendit cette enveloppe, me fit jurer de la garder cachée, me dit que si un jour la famille Moreau me traitait comme une étrangère, si un jour ils oubliaient que j'avais donné ma vie pour eux, je devrais utiliser ces documents pour me protéger. Je pleurais en lisant cette lettre après toutes ces années. Claire avait vu juste. Elle avait prévu que la famille pourrait me rejeter, que Marguerite pourrait empoisonner l'esprit de Luc contre moi, que je pourrais finir seule et humiliée. Elle m'avait donné une arme, et maintenant, j'allais l'utiliser. Maître Renard analysa chaque document avec une précision chirurgicale.
Il vérifia l'authenticité des signatures, contacta discrètement des registres d'état civil, confirma que tout était légal et incontestable. Puis il me regarda par-dessus ses lunettes et me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il me dit que ce secret avait le pouvoir de détruire Luc émotionnellement, mais aussi légalement. Parce que si Luc n'était pas le fils biologique d'Henri, cela remettait en question l'héritage complet. La maison, les biens, tout ce que Luc considérait comme acquis pourrait être contesté. Je demandais comment. Philippe m'expliqua patiemment. Henri avait rédigé son testament en stipulant que ses biens iraient à son fils Luc. Mais si Luc découvrait qu'il était adopté, et que cette adoption n'avait jamais été officiellement reconnue dans le testament par une clause spécifique, cela créait une faille juridique. De plus, Henri avait une sœur cadette, Sylvie, qui vivait au Canada et avec qui il ne parlait plus depuis des décennies à cause d'un différend familial. Si l'héritage de Luc était remis en question, Sylvie pourrait revendiquer une part des biens. Cela signifiait des années de procédure, des dizaines de milliers d'euros en frais d'avocat et surtout la destruction publique de l'image parfaite que Luc avait construite autour de sa famille et de son nom. Mais Philippe me posa alors la question cruciale. Voulais-je vraiment détruire Luc? Était-ce une vengeance ou une recherche de justice? Parce qu'une fois cette vérité révélée, il n'y aurait aucun retour en arrière possible. Luc perdrait son identité, sa perception de lui-même, sa confiance en tout ce qu'il croyait savoir. Même les enfants, Mathis et Élise, seraient affectés en découvrant que leur père avait été adopté et que toute l'histoire familiale reposait sur un mensonge. Je réfléchis longtemps à cette question, des jours entiers. Je passais des heures assise près de la fenêtre, regardant le Rhône couler lentement sous les ponts de Lyon, me demandant si je n'allais pas trop loin. Luc méritait-il vraiment cela? N'y avait-il pas une autre façon de récupérer ma dignité sans tout détruire? Puis je me souvenais de cette nuit de Noël, de la douleur dans mon dos lorsque je frappais le sol, du silence de la pièce, du regard méprisant de Céline, du sourire satisfait de Marguerite, de l'indifférence glaciale de Luc alors qu'il s'asseyait sur ma chaise, sur ma place, sur ma vie. Et je compris que ce n'était pas seulement cette nuit-là. C'étaient des décennies d'humiliation petites mais constantes, des remarques désobligeantes, des décisions prises sans me consulter, des vacances en famille où je n'étais pas invité, des anniversaires oubliés, des sacrifices jamais reconnus. Je décidai que Luc devait savoir, pas par cruauté, mais par vérité. Il méritait de connaître ses origines, et moi, je méritais de reprendre mon nom, ma vie, ma dignité. Philippe prépara une convocation officielle. Il rédigea une lettre juridique sobre mais puissante, exigeant une rencontre entre Luc, moi et lui-même pour discuter de questions d'héritage et d'identité. La lettre fut envoyée par courrier recommandé au cabinet d'avocats où Luc travaillait. Elle arriva un mardi matin, 15 jours après le Noël maudit. Luc m'appela immédiatement. Sa voix était tendue, confuse, légèrement paniquée. Il me demanda ce qui se passait, pourquoi un avocat le contactait au nom de sa propre belle-mère. J'aurais pu céder, j'aurais pu m'excuser, prétendre que c'était une erreur, que j'avais exagéré. Mais au lieu de cela, je restai calme, presque froide, et lui dis simplement que nous devions parler de choses importantes concernant son père, concernant sa famille, concernant des vérités qui avaient été cachées trop longtemps. Il insista, exigea des explications immédiates. Je refusai, lui dis que tout serait discuté lors de la rencontre officielle avec Maître Renard. Puis je raccrochai. Ce fut la première fois de ma vie que je lui imposais mon rythme, mes conditions, mon pouvoir. Les jours suivants furent étranges. Luc m'appela plusieurs fois, laissa des messages vocaux oscillant entre l'inquiétude et l'irritation. Céline tenta de me joindre également, utilisant un ton doucereux pour me demander si tout allait bien, si j'avais besoin de quelque chose, si nous ne pouvions pas simplement discuter entre nous sans impliquer des avocats. Je ne répondis à aucun appel. Je laissai le silence faire son travail. Le silence est une arme redoutable lorsque vous l'utilisez après des décennies de paroles inutiles. La rencontre fut fixée pour un jeudi après-midi, dans le bureau de Philippe, un espace sobre aux murs couverts de bibliothèques juridiques,
avec une grande table en bois sombre au centre. J'arrivais la première, habillée simplement mais dignement, un tailleur bleu marine que j'avais acheté des années auparavant pour une occasion spéciale qui n'était jamais venue. Philippe me serra la main, me demanda si j'étais prête. Je hochai la tête, même si mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il ne résonne dans toute la pièce. Luc arriva 10 minutes plus tard, accompagné de Céline. Il portait son éternel costume gris, elle, une robe beige élégante. Ils s'assirent face à moi sans me saluer chaleureusement, juste un bref hochement de tête. Philippe ouvrit la séance en expliquant que cette rencontre concernait des questions d'héritage et des révélations familiales importantes. Luc l'interrompit immédiatement, demandant pourquoi cette mise en scène, pourquoi tant de formalités, pour des questions qui pouvaient se régler en famille. Philippe le regarda calmement et répondit que justement, il s'agissait de définir ce qu'était réellement la famille Moreau. Puis il sortit l'enveloppe. Il commença par expliquer l'historique. Henri et Claire, l'impossibilité d'avoir des enfants, le voyage à Marseille, l'adoption, le mensonge maintenu pendant des décennies. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau calme. Luc écoutait, d'abord avec confusion, puis avec incrédulité, puis avec une rage froide qui montait progressivement. Céline pâlissait à vue d'œil. Lorsque Philippe déposa l'acte de naissance original sur la table, celui où le nom de la mère biologique de Luc apparaissait clairement, Luc se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Il cria que c'était impossible, que c'était des mensonges, des faux documents, une tentative pathétique de ma part pour extorquer de l'argent ou pour me venger de je ne sais quoi. Philippe resta impassible, sortit alors la lettre manuscrite de Claire, celle qu'elle m'avait confiée sur son lit de mort. Il la tendit à Luc. Le silence qui suivit fut assourdissant. Luc lut la lettre lentement, ses mains tremblant légèrement. Céline essaya de lire par-dessus son épaule, mais il la repoussa doucement. Lorsqu'il termina, il leva les yeux vers moi. Pour la première fois depuis des années, il me regarda vraiment. Pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais directement dans les yeux. Et ce que je vis dans son regard me brisa presque. Ce n'était pas de la colère, c'était de la douleur pure. La douleur d'un homme qui vient de découvrir que toute sa vie repose sur un mensonge. Il me demanda pourquoi je ne lui avais jamais dit, pourquoi je l'avais laissé grandir en croyant être le fils biologique d'Henri et Claire, pourquoi j'avais gardé ce secret si longtemps. Sa voix était rauque, brisée. Je pris une grande inspiration et répondis. Je lui dis que Claire m'avait fait promettre, que Henri avait choisi de ne jamais lui dire, que j'avais respecté leur volonté pendant des décennies, même après leur mort, parce que je pensais que c'était ce qui était juste. Que je l'avais protégé, élevé, aimé comme mon propre fils, même si je n'étais pas sa mère biologique, même si Claire était morte trop tôt. Que j'avais sacrifié mes rêves, ma carrière, ma vie entière pour être là pour lui. Puis ma voix devint plus ferme. Je lui rappelais la nuit de Noël, la chute, l'humiliation, le mépris. Je lui dis que cette nuit-là, lorsque je gisais sur le sol de ma propre maison et que personne ne bougea pour m'aider, j'ai compris que tout ce que j'avais donné n'avait jamais eu de valeur à ses yeux, que j'étais juste une employée qui avait duré trop longtemps, que ma place n'existait plus. Alors oui, j'avais décidé de révéler la vérité. Non pas pour me venger, mais pour qu'il comprenne que la famille qu'il idéalisait, que Marguerite glorifiait, que Céline admirait, n'était qu'une construction fragile basée sur des mensonges et des silences. Céline intervint alors, disant que c'était choquant, que j'instrumentalisais un secret familial pour blesser Luc, que c'était de la manipulation pure. Philippe l'arrêta net. Il expliqua calmement que légalement, cette révélation avait des implications directes sur l'héritage. Que si Luc voulait contester quoi que ce soit, il devrait ouvrir un processus judiciaire long et coûteux. Que sa tante Sylvie, au Canada, pourrait revendiquer une part des biens d'Henri. Que tout cela pourrait durer des années, coûter une fortune et surtout devenir public. Imaginez les journaux locaux, les collègues de Luc, ses clients, apprenant que l'avocat réputé de Lyon avait découvert à 42 ans qu'il était adopté et que sa famille reposait sur un mensonge. Luc s'effondra sur sa chaise. Il ne pleurait pas, mais son visage était celui d'un homme détruit. Céline posa une main sur son épaule, mais il la repoussa. Il resta là, silencieux, fixant les documents étalés sur la table comme si c'était des débris de sa propre existence.
Philippe conclut la rencontre en disant que des décisions devaient être prises. Soit Luc acceptait la vérité, reconnaissait mes sacrifices, et nous trouvions un arrangement familial et financier juste, soit les procédures judiciaires commenceraient. Il leur donna 2 semaines pour réfléchir. Lorsque je quittais le bureau ce soir-là, je me sentais étrangement vide, pas triomphante, pas vengée, juste épuisée. J'avais ouvert une porte que je ne pourrais jamais refermer. Et même si c'était nécessaire, même si c'était juste, une partie de moi pleurait pour le petit garçon que Luc avait été, celui qui me prenait la main en traversant la rue, celui qui dessinait des cœurs sur mes cartes d'anniversaire. Mais ce petit garçon n'existait plus. À sa place, il y avait un homme qui m'avait poussé à terre, qui m'avait volé ma dignité, qui m'avait effacé de ma propre vie. Et cet homme devait payer le prix de la vérité. Les 2 semaines qui suivirent furent parmi les plus étranges et les plus solitaires de ma vie. Mon téléphone restait silencieux. Aucun appel de Luc. Aucun message de Céline. Même Marguerite, qui avait l'habitude de m'appeler occasionnellement pour critiquer quelque chose, se taisait. C'était comme si j'avais disparu de leur existence, ou plutôt, comme s'ils avaient enfin cessé de prétendre que j'en faisais partie. Je passais mes journées à ranger la maison, méthodiquement, pièce par pièce. Je triais des décennies de souvenirs accumulés. Des photographies où je souriais à côté de Luc enfant, des diplômes scolaires que j'avais encadrés avec fierté, des dessins qu'il m'avait offerts et que j'avais gardés précieusement. Chaque objet me rappelait une époque où je croyais encore que l'amour et le dévouement suffisaient. Je mis tout dans des cartons, pas pour jeter, mais pour fermer des chapitres. Philippe m'appelait régulièrement pour me tenir informé. Il me dit que Luc avait contacté son propre avocat, un certain maître Dubois, spécialisé en droit des successions. Ils demandèrent des délais supplémentaires pour analyser les documents, pour vérifier leur authenticité, pour trouver des failles légales. Philippe savait que c'était une tactique classique, une tentative de gagner du temps, d'espérer que je finisse par craquer, par reculer, par m'excuser, mais je ne reculerai pas, plus maintenant. Un soir, alors que je regardais la neige tomber doucement sur le Rhône, mon téléphone sonna. C'était Mathis, mon petit-fils. Sa voix était timide, hésitante. Il me demanda si j'allais bien, si je pouvais lui expliquer ce qui se passait, parce que ses parents refusaient de lui parler et qu'il sentait que quelque chose de grave était arrivé. Mon cœur se serra. Mathis avait toujours été le plus sensible des 2 enfants. Il me rappelait Luc enfant, avant que la vie ne le durcisse, avant que les ambitions et les mensonges ne le transforment. Je lui dis que tout irait bien, que parfois les adultes devaient régler des problèmes compliqués, mais que je l'aimais et que rien ne changerait cela. Il se tut un instant, puis me demanda si c'était vrai que son père n'était pas vraiment le fils de son grand-père. J'hésitais. Comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à un enfant de 12 ans? Finalement, je lui dis que oui, que son père avait été adopté, mais que cela ne changeait rien à qui il était, à l'amour que Henri et Claire lui avaient reporté, à la famille qu'ils avaient construite ensemble. Mathis resta silencieux un long moment. Puis il me dit quelque chose qui me bouleversa. Il me dit qu'il avait entendu ses parents se disputer, que Céline reprochait à Luc de ne pas m'avoir traité avec respect, que tout cela aurait pu être évité si seulement il avait été gentil avec moi. Il me demanda si c'était vrai que son père m'avait fait tomber le soir de Noël. Je confirmais. Il murmura qu'il était désolé, qu'il aurait dû m'aider à me relever, qu'il avait eu peur de désobéir à ses parents. Je lui dis que ce n'était pas sa faute, qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il était un enfant merveilleux et que je serais toujours là pour lui quoi qu'il arrive. Nous raccrochâmes peu après, mais cette conversation me hanta pendant des jours, parce qu'elle me montrait que même dans cette tempête, même dans cette destruction, il y avait encore de l'innocence, de la bonté, de l'espoir. La deadline fixée par Philippe arriva. Un jeudi matin glacial de janvier. Il m'appela pour me dire que Luc et son avocat demandaient une nouvelle rencontre. Cette fois, il voulait discuter d'un arrangement. Philippe me prévint que cela signifiait probablement qu'ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas gagner légalement, que les documents étaient inattaquables, que le scandale public leur coûterait trop cher. Il me demanda ce que je voulais vraiment. De l'argent? La maison? Une reconnaissance publique? Des excuses? Je réfléchis longuement avant de répondre. Ce que je voulais ne se mesurait pas en euros
ou en mètres carrés. Ce que je voulais, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Je voulais mon nom. Je voulais reprendre mon identité. Pendant 43 ans, j'avais été Madame Moreau. J'avais porté ce nom comme un fardeau, comme une responsabilité, comme une prison dorée. Je voulais redevenir Edith Vasseur. Je voulais que légalement, officiellement, publiquement, je ne sois plus liée à cette famille qui m'avait effacée. Philippe comprit immédiatement. Il me dit que c'était possible, que je pouvais reprendre mon nom de jeune fille par une procédure administrative, mais que symboliquement, ce serait un coup dévastateur pour Luc. Parce que cela signifierait que même moi, celle qui l'avait élevé, celle qui avait tout sacrifié, je reniais le nom Moreau, que je choisissais de me détacher complètement de cette lignée. C'était précisément ce que je voulais. La rencontre eut lieu 2 jours plus tard, toujours dans le bureau de Philippe. Luc arriva seul cette fois. Pas de Céline, pas d'avocat. Juste lui, vieilli de 10 ans en 3 semaines, les traits tirés, le regard éteint. Il s'assit en face de moi sans un mot. Philippe commença la discussion en exposant ma demande principale. Je voulais reprendre mon nom de naissance. Je voulais redevenir Edith Vasseur légalement. Je voulais aussi que Luc reconnaisse publiquement, devant toute la famille, mes sacrifices et le rôle que j'avais joué dans sa vie. Luc m'écouta sans m'interrompre. Puis il prit la parole et ce qu'il dit me surprit. Il s'excusa, pas de manière formelle ou calculée, mais avec une sincérité douloureuse. Il dit qu'il avait passé ces 3 semaines à revivre toute son enfance, à réévaluer chaque souvenir, à comprendre combien j'avais été présente alors que Henri était absent, combien j'avais donné alors que Marguerite ne faisait que critiquer, combien j'avais aimé alors qu'il ne le méritait peut-être pas. Il reconnut que le soir de Noël, il avait agi de manière inexcusable. Que la pression de Céline, les attentes de Marguerite, son propre ego surdimensionné l'avait aveuglé. Qu'il m'avait traitée comme une domestique alors que j'étais celle qu'il avait bercée pendant ses cauchemars, qu'il avait encouragée lors de ses examens, qui avait pleuré de joie lors de son mariage. Il dit qu'apprendre qu'il était adopté avait été un choc brutal, mais que le pire n'était pas la révélation elle-même. Le pire était de réaliser qu'il avait gâché des décennies de relations avec la seule personne qu'il avait vraiment aimée sans condition. Ces mots me touchèrent profondément, mais je ne pouvais pas simplement pardonner et oublier. Pas après tout ce temps, pas après tout ce mal. Je lui dis que ses excuses étaient importantes, mais qu'elles ne suffisaient pas à réparer 43 ans de sacrifices ignorés. Que je voulais ma liberté, ma dignité, mon identité. Luc hocha la tête lentement. Il dit qu'il comprenait, qu'il n'essaierait pas de me retenir, qu'il respecterait ma décision de reprendre mon nom. Puis il ajouta quelque chose qui me surprit encore plus. Il dit qu'il voulait que je garde la maison, que légalement, elle lui appartenait, mais que moralement, elle était à moi. Que j'y avais vécu plus longtemps que lui, que j'y avais construit des souvenirs, que c'était mon refuge. Il proposa de me transférer officiellement la propriété, sans contrepartie financière. Je restais bouche bée. Philippe lui-même sembla surpris. Céline allait certainement s'opposer à cette décision, mais Luc affirma qu'il s'en occuperait. Que c'était sa décision, sa responsabilité, sa manière de réparer au moins une infime partie du mal qu'il m'avait causé. Nous signâmes des documents ce jour-là. Philippe rédigea un accord à l'amiable stipulant que la maison de la rue Garibaldi me revenait en pleine propriété, que je reprendrais légalement mon nom de naissance dans les 3 mois et que Luc s'engageait à organiser une réunion familiale où il reconnaîtrait publiquement mes sacrifices et présenterait des excuses formelles devant Marguerite, Céline et les enfants. En quittant le bureau ce soir-là, je me sentais étrangement légère, comme si un poids immense venait d'être retiré de mes épaules. Luc me raccompagna jusqu'à ma voiture. Avant que je ne monte, il me prit doucement la main et me remercia. Il me remercia de l'avoir élevé, de l'avoir aimé, de lui avoir donné une enfance stable malgré tout. Il dit qu'il espérait qu'un jour, peut-être, nous pourrions reconstruire une relation différente, mais sincère. Je ne lui promis rien, mais je serrai sa main en retour. Parce que malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison, une partie de moi se souvenait encore du petit garçon aux cheveux blonds qui courait dans le jardin en criant « Maman, regarde !»
Les semaines qui suivirent furent occupées par des démarches administratives. Je remplis des formulaires, fournis des justificatifs, attendis des validations. Le processus pour reprendre mon nom de naissance était plus long que prévu, mais je m'en fichais. Chaque étape me rapprochait de ma liberté. La réunion familiale fut organisée un dimanche après-midi, début février. Luc loua une salle dans un restaurant discret du centre de Lyon. Étaient présents Marguerite, Céline, Mathis, Élise, quelques cousins éloignés, et Sylvie, la sœur d'Henri, qui avait fait le voyage depuis Montréal après avoir appris toute l'histoire. C'était la première fois que je la rencontrais. Elle était une femme dans la soixantaine, aux cheveux gris coupés courts, au regard intelligent et bienveillant. Elle me serra dans ses bras en arrivant et me murmura qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû rester en contact avec Henri, qu'elle aurait peut-être pu empêcher tout cela. Luc prit la parole devant tout le monde. Il raconta l'histoire complète, l'adoption, le secret, mes sacrifices, la nuit de Noël, sa prise de conscience. Marguerite écouta en silence, le visage fermé. Lorsque Luc termina en présentant des excuses publiques et en annonçant que la maison me revenait désormais, Marguerite explosa. Elle dit que c'était un scandale, que j'avais manipulé Luc, que j'utilisais des secrets de famille pour extorquer de l'argent et des biens. Sylvie l'interrompit sèchement. Elle dit que Marguerite avait passé des décennies à empoisonner l'atmosphère familiale, à idéaliser une morte et à rabaisser une vivante qui donnait tout, que si quelqu'un avait manipulé Luc, c'était bien elle. Le silence qui suivit fut glacial. Marguerite quitta la table en furie. Personne ne la retint. Céline, quant à elle, resta silencieuse pendant toute la rencontre. Elle ne présenta aucune excuse, mais elle ne contesta rien non plus. Je compris qu'elle avait fait son calcul, que rester avec Luc signifiait accepter cette nouvelle réalité. Je ne lui en voulais pas vraiment. Elle jouait son rôle, comme nous tous. Mathis et Élise vinrent me voir à la fin de la réunion. Ils me serrèrent dans leurs bras, me dirent qu'ils étaient contents que je garde la maison, qu'ils viendraient me rendre visite plus souvent. Élise me murmura qu'elle était fière de moi. Ces mots simples d'une adolescente de 14 ans me firent plus de bien que toutes les excuses officielles. En rentrant chez moi ce soir-là, je m'assis dans le salon, dans cette fameuse chaise qui avait tout déclenché. Je la regardais longtemps, me souvenant de la chute, de la douleur, de l'humiliation, mais aussi de la force que cela m'avait donnée. Parce que cette chute m'avait réveillée. Elle m'avait montré que j'étais encore vivante, encore capable de me battre, encore digne de respect. Je décidai de garder la chaise. Non pas pour me souvenir de la douleur, mais pour me rappeler que parfois, tomber est nécessaire pour apprendre à se relever différemment. 3 mois s'écoulèrent. Le printemps arriva doucement sur Lyon, transformant les rives du Rhône en tableaux de couleurs pastel. Les cerisiers du parc de la Tête d'Or fleurissaient, les terrasses des cafés se remplissèrent de rires et de conversations animées. La ville reprenait vie, et moi aussi. Le document officiel confirmant que j'étais redevenue Édith Vasseur arriva un mardi matin. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. Voir mon nom de naissance imprimé sur ce papier administratif me donna une émotion que je ne m'attendais pas à ressentir. Ce n'était pas de la joie éclatante, c'était quelque chose de plus profond, de plus calme. C'était un sentiment de complétude. Comme si une partie de moi qui avait été mise en sommeil pendant des décennies venait enfin de se réveiller. Je décidai de célébrer discrètement. Je m'offris un déjeuner dans mon restaurant préféré, une petite brasserie lyonnaise près de la place des Terreaux où je n'étais plus allée depuis des années. Je commandai une quenelle sauce nantua et un verre de côte du Rhône blanc. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée, chaque gorgée, chaque instant de liberté. Des couples âgés discutaient aux tables voisines, des touristes consultèrent leurs guides, des habitués saluaient le patron. Je me sentais à ma place. Pas comme une intruse, pas comme quelqu'un qui devait justifier son existence. Juste Édith Vasseur, une femme de 66 ans, en paix avec elle-même. En rentrant chez moi, je trouvai une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture était celle de Luc. J'hésitais avant de l'ouvrir, craignant de nouvelles complications, de nouvelles demandes. Mais ce que je lus me surprit. Ce n'était pas une lettre juridique. C'était une lettre personnelle.
Luc y racontait comment la révélation de son adoption l'avait forcé à entamer une thérapie, à réévaluer sa vie, ses priorités, ses relations. Il disait qu'il avait commencé à parler à Mathis et Élise différemment, à les écouter vraiment, à leur montrer de l'affection plutôt que des exigences. Il mentionnait qu'il avait contacté l'agence d'adoption à Marseille pour tenter de retrouver sa mère biologique, non pas pour remplacer Claire ou moi, mais pour comprendre d'où il venait. Il terminait la lettre en me disant qu'il comprenait maintenant pourquoi reprendre mon nom était si important pour moi. Que pendant des années, j'avais porté une identité qui n'était pas la mienne, que j'avais vécu dans l'ombre d'une famille qui ne m'avait jamais pleinement acceptée. Il me souhaitait de retrouver la femme que j'avais été avant de devenir Madame Moreau, et il me promettait qu'il respecterait ma décision, quelle qu'elle soit, concernant notre relation future. Je pliai la lettre soigneusement et la rangeai dans un tiroir. Je n'y répondis pas immédiatement. J'avais besoin de temps, de distance, de respirer. Les semaines suivantes, je me redécouvris. Je m'inscrivis à un cours de peinture à l'aquarelle, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais osé. Je retrouvai d'anciennes collègues de l'entreprise d'assurance où j'avais travaillé pendant presque 30 ans. Nous organisâmes des déjeuners mensuels où nous ririons de souvenirs partagés, où nous parlions de nos vies, de nos familles, de nos rêves. Je réalisais que j'avais passé tellement d'années isolée dans mon rôle de belle-mère dévouée que j'avais oublié d'avoir ma propre vie sociale. Un jour, alors que je peignais près de la fenêtre du salon, Sylvie, la sœur d'Henri, me rendit visite. Elle s'était installée temporairement à Lyon pour régler des affaires familiales et renouer avec ses racines françaises. Nous passâmes l'après-midi à discuter. Elle me raconta pourquoi elle et Henri s'étaient éloignés. Une dispute stupide sur un héritage de leurs parents, aggravée par la fierté et l'entêtement des deux côtés. Elle regrettait amèrement de ne pas avoir été présente pour Henri lorsqu'il était malade, de ne pas m'avoir soutenue lorsque j'élevais Luc seul après sa mort. Je lui dis qu'il n'était jamais trop tard pour réparer, que nous avions toutes les deux perdu des années à cause de malentendus et de silence. Elle me proposa de rester en contact, de nous voir régulièrement. J'acceptais. C'était étrange de construire une amitié avec quelqu'un de la famille Moreau, alors que je venais justement de m'en détacher. Mais Sylvie était différente. Elle ne portait pas le poids des mensonges, des secrets, des ressentiments. Elle était juste une femme qui cherchait, comme moi, à donner du sens à sa vie. Un soir de mai, Mathis me rendit visite seul. Il avait 13 ans maintenant, grandissait vite, devenait un jeune homme réfléchi et sensible. Il me demanda si je pouvais lui parler de Claire, de sa grand-mère qu'il n'avait jamais connue. Je lui racontais des histoires que je tenais d'Henri et de mes propres souvenirs de la fin de sa vie. Je lui parlais de sa douceur, de son courage face à la maladie, de son amour immense pour Luc. Mathis écouta attentivement, puis me demanda si j'étais triste de ne plus être une Moreau. Je réfléchis longuement avant de répondre. Je lui dis que j'avais été honorée de porter ce nom pendant des décennies, que j'avais aimé faire partie de cette famille, mais que j'avais aussi perdu une partie de moi-même en cours de route. Que reprendre mon nom n'était pas un rejet de lui, de son père ou des bons souvenirs. C'était une façon de me retrouver, de redevenir entière. Il hocha la tête gravement, comme s'il comprenait parfaitement. Puis il me dit quelque chose qui me bouleversa. Il me dit que peu importe mon nom, pour lui, je serai toujours sa grand-mère. Que rien ne changerait cela. Je le serrai dans mes bras, incapable de retenir mes larmes. Au fil des mois, ma relation avec Luc évolua lentement. Nous ne redevînmes pas proches du jour au lendemain. Il y avait trop de blessures, trop de cicatrices. Mais nous commençâmes à nous parler de manière plus authentique, plus de faux-semblants, plus de politesse forcée. Juste deux êtres humains essayant de comprendre comment réparer quelque chose de cassé. Luc me raconta qu'il avait finalement retrouvé sa mère biologique. Elle s'appelait Marianne, vivait dans un petit village près d'Avignon, avait refait sa vie, avait d'autres enfants. Leur première rencontre avait été difficile, chargée d'émotions contradictoires. Mais elle lui avait expliqué les circonstances de sa naissance, la pauvreté, la pression familiale, le manque d'options pour une adolescente enceinte dans les années 70. Luc avait pleuré pour la première fois depuis des années. Il avait compris que tout le monde dans cette histoire avait fait de son mieux avec les cartes qu'ils avaient en main.
Cette prise de conscience changea quelque chose en lui. Il devint plus humble, plus empathique. Céline me confia lors d'une visite surprise qu'elle redécouvrait son mari, qu'il était plus présent à la maison, qu'il passait du temps avec les enfants, qu'il avait même réduit ses heures de travail pour privilégier la famille. Elle s'excusa également pour son comportement passé, reconnut qu'elle avait été complice par son silence et son indifférence. Je lui pardonnai, non pas parce qu'elle le méritait nécessairement, mais parce que garder de la rancune m'épuisait. Pardonner n'était pas oublier. C'était choisir de ne plus laisser le passé empoisonner le présent. L'été arriva. Je décidai de faire quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Je partis seule en voyage, pas loin. Juste une semaine en Provence, dans un petit village perché où je louais un studio avec vue sur les lavandes. Je passais mes journées à marcher dans les champs parfumés, à lire des romans que je n'avais jamais eu le temps de finir, à peindre des aquarelles maladroites mais sincères. Je ne pensais à rien d'autre qu'au moment présent, au vent chaud sur ma peau, au chant des cigales, au goût du rosé frais accompagnant un plateau de fromages locaux. C'était la première fois de ma vie que je faisais quelque chose uniquement pour moi, sans culpabilité, sans justification, sans demander la permission à qui que ce soit. Et c'était libérateur. En rentrant à Lyon, je trouvais un colis déposé devant ma porte. À l'intérieur, un cadre ancien magnifiquement restauré. Et dedans, une photographie que je n'avais jamais vue. C'était moi, à 23 ans, tenant Luc bébé dans mes bras devant la maison de la rue Garibaldi. Henri avait dû prendre cette photo peu après notre mariage. Je souriais, l'air heureux, pleine d'espoir. Un mot accompagnait le cadre, écrit de la main de Luc. Edith, cette photo montre la femme qui m'a sauvée. La femme qui a choisi d'aimer un enfant qui n'était pas le sien. La femme qui a sacrifié ses rêves pour que je puisse réaliser les miens. Je ne peux pas effacer la douleur que je t'ai causée, mais je peux honorer ton nom. Edith Vasseur, une femme forte, une femme digne, une femme libre. Merci pour tout. Luc. Je plaçais le cadre sur la cheminée du salon, à côté de mes propres aquarelles et des photographies de mes parents. Il avait sa place là. Pas parce que je voulais revivre le passé, mais parce qu'il faisait partie de mon histoire, de qui j'étais devenue. Les mois continuèrent à défiler. L'automne revint, puis l'hiver. 1 an après la nuit de Noël qui avait tout changé, je me retrouvais à nouveau à préparer un repas de fête. Mais cette fois, c'était différent. C'était moi qui invitais. C'était ma maison, mon nom, mes règles. J'invitais Luc, Céline, Mathis et Élise. Sylvie fit le voyage depuis Montréal. J'invitais aussi mes anciennes collègues et quelques amis que j'avais retrouvés. La maison était pleine de rires, de conversations animées, de chaleur humaine. Luc arriva avec un bouquet de fleurs et une bouteille de vin. Il me serra dans ses bras, me souhaita un joyeux Noël, me remercia de l'invitation. Nous nous assîmes à table. Cette fois, je pris naturellement la place en bout de table. Personne ne contesta. Personne ne fit de remarques. C'était simplement évident. Pendant le repas, nous parlâmes de tout et de rien. Des études de Mathis, des projets d'Élise qui voulait devenir architecte, des voyages de Sylvie, de la nouvelle passion de Luc pour la photographie, de mes cours de peinture. À un moment donné, Mathis leva son verre et proposa un toast. Il dit qu'il voulait célébrer les femmes fortes de la famille, sa grand-mère Edith Vasseur, qui avait eu le courage de se reconstruire, sa grand-tante Sylvie, qui avait traversé un continent pour réparer des liens brisés, sa mère Céline, qui apprenait à être plus présente, et même Claire, qu'il n'avait jamais connue, mais dont l'amour avait permis à son père d'exister. Nous trinquâmes tous ensemble. Et dans ce moment simple, autour d'une table illuminée par des bougies, je réalisais quelque chose de fondamental. Je n'avais pas besoin de la validation de cette famille pour exister. Je n'avais pas besoin de porter leur nom pour avoir de la valeur. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour être digne. J'étais Edith Vasseur, une femme qui avait connu l'amour et la trahison, qui avait donné et qui avait perdu, qui était tombée et qui s'était relevée, qui avait choisi la vérité plutôt que le confort, qui avait récupéré son nom, sa dignité, sa vie. Et c'était suffisant. Après le dîner, alors que les invités discutaient dans le salon, je sortis un instant dans le jardin.
La neige tombait doucement, comme elle était tombée 1 an auparavant. Mais cette fois, je ne ressentais aucune amertume, juste une paix profonde. Luc me rejoignit quelques minutes plus tard. Nous restâmes côte à côte en silence, regardant la ville illuminée au loin. Puis, il me dit simplement « Merci. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de lui avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Merci de lui avoir appris que l'amour véritable n'exige pas de perdre son identité. » Je lui répondis que j'avais fait ce que je devais faire. Pour moi. Pas pour lui. Pas pour la famille. Pour moi. Parce que j'avais enfin compris que prendre soin de soi n'était pas de l'égoïsme. C'était de la survie. Nous rentrâmes ensemble dans la maison chaude et lumineuse. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentis vraiment chez moi. Pas dans une maison qui m'avait été donnée par pitié ou par obligation, mais dans ma propre vie, dans ma propre peau, dans mon propre nom. Edith Vasseur. Une femme qui avait repris ce qui lui appartenait. Une femme qui avait appris que parfois, tomber est nécessaire pour se relever différemment. Une femme qui avait transformé l'humiliation en force, le silence en vérité, la douleur en renaissance. Et si mon histoire peut inspirer, ne serait-ce qu'une seule personne, à ne jamais accepter d'être effacée, à ne jamais renoncer à sa dignité, à ne jamais oublier son propre nom, alors chaque moment difficile en aura valu la peine. Parce qu'au final, la vraie victoire n'était pas d'avoir récupéré une maison ou forcé des excuses. La vraie victoire était d'avoir récupéré moi-même. Et ça, personne ne pourra jamais me le reprendre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Quand la dignité vous est arrachée devant ceux que vous avez nourris, protégés, aimés pendant des décennies entières, quand vous réalisez soudainement que votre présence n'a jamais vraiment compté pour eux, quand cette chaise sur laquelle vous vous êtes assise pendant 43 ans devient le symbole brutal de tout ce que vous avez perdu en silence. Comment réagissez-vous ? Est-ce que vous continuez à sourire poliment, à avaler vos larmes, à faire semblant que tout va bien ? Ou est-ce que vous choisissez enfin de dire la vérité, même si cette vérité détruit l'illusion confortable que tout le monde préfère maintenir ? Je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Peut-être que certains d'entre vous pensent que j'ai été trop dur, que j'aurais dû pardonner sans condition, que la famille doit rester unie quoi qu'il arrive. Peut-être que d'autres comprennent exactement ce que j'ai ressenti cette nuit-là, allongé sur ce sol glacé, regardant des visages indifférents continuer à manger comme si je n'existais pas. Ce que je sais, c'est que pendant trop longtemps, j'ai cru que me taire était de la sagesse, que supporter était de la force, que sacrifier mon identité était de l'amour. Mais l'amour véritable ne demande jamais à quelqu'un de disparaître complètement pour exister. L'amour authentique ne vous pousse pas violemment au sol devant toute la famille. L'amour réel ne vous vole pas votre nom, votre place, votre dignité. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire dans votre propre vie, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre maison, effacé dans votre propre famille, vous savez exactement de quoi je parle. Vous connaissez cette douleur sourde qui ne part jamais vraiment, cette sensation permanente de n'être jamais assez, jamais suffisante, jamais vraiment acceptée. Alors, laissez-moi vous poser cette question avec toute la sincérité de mon cœur. Après avoir entendu mon histoire, qu'en pensez-vous réellement ? Auriez-vous fait le même choix que moi ? Auriez-vous révélé ce secret gardé pendant des décennies ? Ou auriez-vous continué à vous taire, à protéger ceux qui ne vous protégeaient pas, à aimer ceux qui ne vous respectaient pas ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque vie est différente. Chaque situation est unique. Mais votre opinion compte pour moi, elle compte vraiment. J'aimerais tellement savoir ce que vous pensez de tout cela. Prenez un instant, juste quelques secondes de votre temps précieux, et écrivez-moi dans les commentaires ce que cette histoire a éveillé en vous. Est-ce que quelque chose a résonné particulièrement fort ? Est-ce qu'un moment précis vous a rappelé votre propre vécu ? Est-ce que vous auriez agi différemment ou exactement de la même manière ? Vos mots ont une valeur immense, parce qu'ils créent une communauté de personnes qui se comprennent, qui ont traversé des épreuves similaires, qui savent ce que c'est de devoir choisir entre sa dignité et la paix familiale. Et pendant que vous y êtes, dites-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment. Êtes-vous assise dans votre salon à Paris,
à Marseille, à Lyon, peut-être à Bruxelles ou à Genève. Êtes-vous en train de préparer le dîner dans votre cuisine? Êtes-vous allongé dans votre lit, incapable de dormir parce que trop de souvenirs remontent à la surface? Êtes-vous en train de prendre votre café du matin en écoutant cette histoire qui ressemble étrangement à la vôtre? Chaque ville, chaque maison, chaque personne qui m'écoute fait partie de quelque chose de plus grand qu'une simple histoire racontée sur Internet. Nous sommes une communauté de femmes et d'hommes qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont survécu. Nous sommes celles et ceux qui comprennent que la vie n'est pas toujours juste, que la famille n'est pas toujours un refuge, que l'amour ne suffit pas toujours. Mais nous sommes aussi celles et ceux qui refusent de disparaître en silence, qui choisissons de reprendre notre nom, notre voix, notre existence. Et c'est précisément pour cela que votre présence ici, votre écoute attentive, vos commentaires sincères ont une importance capitale. Si cette histoire vous a touché profondément, si elle a réveillé quelque chose en vous que vous pensiez avoir enterré depuis longtemps, alors faites quelque chose pour moi. Abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour moi personnellement, mais pour toutes ces autres femmes qui ont des histoires similaires à raconter, qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe un endroit où leur vérité peut être entendue sans jugement, sans critique, sans condamnation. Parce que chaque abonnement représente une personne de plus qui comprend, qui ressent, qui valide notre droit d'exister pleinement. Pensez à toutes ces fois où vous avez avalé vos mots pour maintenir la paix. À tous ces moments où vous avez souri alors que vous vouliez pleurer. À toutes ces années où vous avez porté un nom qui n'était pas vraiment le vôtre, où vous avez vécu une vie qui ne vous ressemblait pas complètement. Combien de chaises symboliques vous ont été retirées au fil des décennies? Combien de fois êtes-vous tombé et personne n'a tendu la main? Et surtout, combien de fois avez-vous eu envie de tout révéler, de tout casser, de tout reconstruire différemment, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous aviez peur des conséquences? Moi aussi, j'ai eu peur, terriblement peur. Peur de détruire ce qui restait de famille, peur de blesser des innocents comme Mathis et Élise, peur de me retrouver complètement seule. Mais j'ai réalisé quelque chose de fondamental cette nuit-là, étendue sur ce sol froid. Être seule, avec sa dignité intacte, vaut infiniment mieux qu'être entourée en ayant perdu son âme. Et si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à se relever, à reprendre son nom, à dire non à l'humiliation, alors chaque seconde de souffrance en aura valu la peine. Alors partagez votre vérité avec moi. Dites-moi ce que vous pensez réellement. Racontez-moi votre propre expérience si vous vous sentez prête à le faire. Dites-moi d'où vous venez, quelle est votre histoire, qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Parce que chaque commentaire que vous laissez n'est pas seulement un message pour moi. C'est un message pour toutes les autres femmes qui liront vos mots et qui se diront « Elle aussi l'a vécu. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas seule. Ma douleur est réelle et légitime. » Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite sincèrement à cliquer sur ce petit bouton rouge. Non pas par obligation, mais parce que vous méritez un espace où des histoires comme la mienne sont racontées sans filtre, sans mensonge, sans cette fausse perfection que tout le monde essaie de vendre. Ici, nous parlons de la vraie vie, des vraies blessures, mais aussi de la vraie résilience, de la vraie force, de la vraie renaissance qui peut suivre même les chutes les plus brutales. Votre voix compte, votre histoire compte, votre présence compte. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. Et si un jour, vous vous retrouvez vous aussi face à une chaise qui vous est retirée, face à une famille qui vous efface, face à un choix impossible entre votre dignité et leur confort, souvenez-vous qu'il existe des milliers de personnes comme nous qui comprennent, qui soutiennent, qui valident votre droit absolu de vous relever et de reprendre ce qui vous appartient. Alors commentez, abonnez-vous, partagez. Et surtout, n'oubliez jamais votre propre nom, parce qu'au final, c'est tout ce qui compte vraiment.